la fermeture de cet établissement. Il soutient qu'ils sont plus que jamais déterminés à accompagner le Sénégal dans sa politique éducative. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Le général de division Meïssa Niang, nouveau patron de la gendarmerie nationale, il a pris fonction ce mardi. Il assure qu'il restera fidèle aux idéaux et principes de la République. Le général de division, par ailleurs directeur de la justice militaire, s'engage à prendre en charge la sécurité dans toutes les zones du pays. Selon lui, la situation sous-régionale est marquée par la présence de groupes terroristes et le trafic de drogue qui pourraient compromettre la stabilité du pays. Le général Niang invite les gendarmes à ne pas déroger à l'éthique militaire. Les détails avec Ndeye Fatim Lo. Cette remise du fanion symbolise l'installation du général de division Meïssa Niang à la tête de la gendarmerie nationale et de la direction de la justice militaire. Un choix judicieux selon le ministre des Forces armées. Durant 38 ans, l'homme a fait une carrière sans faute dans la gendarmerie. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des enjeux, compte tenu de la situation géostratégique, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nonobstant, je l'ai dit tantôt, le fait que le général Gueye Faye ait fait un travail colossal à la tête de notre gendarmerie nationale. Le nouveau chef de la gendarmerie nationale réitère son engagement et sa loyauté à l'État. Il affirme qu'il fera le nécessaire pour relever les défis qui interpellent sa corporation, surtout en matière de lutte contre le terrorisme. À court terme, la gendarmerie nationale va se doter de pelotons d'intervention de gendarmerie qui seront formés, équipés et entraînés en technique d'intervention professionnelle à l'image du GIGN. Cette force d'intervention stratégique sera mise à la disposition des commandants de légion. Elle sera une force d'intervention décentralisée qui réglera le problème des délais de projection. Pour ce faire, l'État du Sénégal a fourni les moyens nécessaires pour lutter contre ce phénomène. Seulement, il faudrait que la population s'associe au combat. La mission de sécurité est globale. Elle interpelle les forces de sécurité et de défense, mais également les populations, les collectivités, la menace terroriste qui est prégnante un peu partout dans nos différents États. C'est le moment donc de demander à nos populations de collaborer efficacement en fournissant le renseignement et en appelant à la prévention de tout ce qui leur paraît suspect dans leur territoire d'habitation. S'adressant aux officiers, gendarmes et gendarmes auxiliaires, le général exige que chacun d'entre eux ait une attitude irréprochable pour ne pas déroger à l'éthique militaire qui est de défendre l'intérêt général. En bref et en images, opération Karangué, la police et la gendarmerie ont mis la main sur 102 personnes dans la nuit du lundi à mardi à Dakar. Elles ont été interpellées pour vérification d'identité, ivresse publique et manifeste racolage, détention de chanvre indien, détention d'armes blanches, prostitution sans inscription au fichier sanitaire, entre autres. Plus de 1 kg de chanvre indien saisi sur les 37 points de contrôle qui avaient été mis en place lors de l'opération. 93 pièces ont été confisquées, 16 scooters et 6 véhicules mis en fourrière. Je vous l'annonçais en début d'édition, les pêcheurs de Han, intransigeants sur la pêche illicite, ils affirment qu'ils ne toléreront plus que des professionnels du secteur utilisent des filets interdits pour la capture de poissons ou emploient des méthodes de pêche prohibées. Ils invitent les autorités étatiques à prendre des mesures dissuasives pour protéger les espaces marins et préserver l'environnement marin. Ces pêcheurs s'étaient donné rendez-vous ce matin au quai de pêche de Yarar. C'était en présence de Djibissar. Le directeur du CICES a visité les stands pour constater de visu l'état d'avancement des travaux. 95% ont déjà été achevés. Vous le constatez de vous-même que le niveau d'exécution des travaux de la FIDAC 2016 est très en avance et on peut parler de 90% d'exécution. Ce que vous venez de voir au pavillon Sénégal, qui est une réalisation à 90%, c'est la même chose au pavillon Orange. C'est la même chose au pavillon tertiaire et c'est la même chose aussi au pavillon brun. Donc pour ainsi dire, le niveau d'exécution, de réalisation des stands aujourd'hui est autour de 90-95%.
Pour les sinistrés de la FIDAC de l'année dernière, le directeur du SUCES est formel. Ils seront indemnisés et associés à l'avènement de cette année. Ces dispositifs sont d'ordre matériel et organisationnel. En même temps que nous préparons la FIDAC 2016, nous continuons à faire des démarches pour indemniser les sinistrés. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, le dossier est très en avance et j'espère très bien que bientôt les sinistrés seront indemnisés. La foire internationale de Dakar aura lieu cette année du 24 novembre au 9 décembre. Plus de 40 nationalités seront présentes. Pour une première, un chapiteau sera mis en place par les Chinois. Et vous venez de suivre la visite que le directeur du SUCES a effectuée ce matin sur les chantiers qui ont été entamés au niveau du SUCES et du pavillon vert pour les préparatifs de la FIDAC. Et de deux, les pêcheurs de Han intransigeants sur la pêche illicite, ils affirment qu'ils ne toléreront plus que des professionnels du secteur utilisent des filets interdits pour la capture de poissons ou emploient des méthodes de pêche prohibées. Ils invitent les autorités étatiques à prendre des mesures dissuasives pour protéger les espaces marines. Ces pêcheurs s'étaient donné rendez-vous ce matin au quai de pêche de Yarar. C'était en présence de Djibissar. Quai de pêche de Yarar, point de ralliement des membres du comité local de la pêche artisanale de Han. Ces pêcheurs sont montés au créneau pour fustiger la pêche illicite dont ils sont victimes. Demandez aux autorités d'appliquer les sanctions sur la pêche illicite. Que nous à Han, nous voulons pas qu'on le débarque sur notre quai de débarquement. Et sur ça, on a rencontré toutes les autorités qu'on doit rencontrer. On a fait des circulaires, on a convoqué nos voisins qui le font, on a discuté sur ces problèmes à l'inspection régionale de Dakar. Chemin faisant, le comité local de la pêche artisanale de Han dit être prêt à en découdre avec les pêcheurs récalcitrants qui posent les pieds sur leur territoire. Nous ne sommes pas assermentés pour interdire quoi que ce soit. Au niveau de la mer, ça nous appartient, nous tous Sénégalais. Mais au niveau de notre quai de débarquement de Han, on ne veut pas qu'on débarque les produits illicites. Et tout le monde qui vient ici pour débarquer, pour attacher leur corde pour débarquer, on va détacher le corde et te le donner. Très en colère contre ces pêcheurs qu'il estime coupables, le comité local de la pêche artisanale de Han entend saisir encore une fois de plus le ministre de la Pêche pour un arrêté ministériel interdisant toutes sortes de pêche illicite sur leur périmètre. Le chapitre économique, le troisième programme indicatif de coopération dénommé PIC 3 consolide l'accompagnement du Luxembourg dans le cadre du plan Sénégal émergent. 50 milliards de francs CFA supplémentaires viennent d'être ajoutés au montant déjà injecté dans le pays. Affirmation du ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire du Grand-Duché du Luxembourg. Le projet pilote a enregistré d'importantes réalisations à Gossas et Nioro. Les deux parties ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin, nous dit Adjara Bonardi. 50 milliards de francs CFA ont été injectés par le Luxembourg au Sénégal dans le cadre du PSE, un partenariat de 3 décennies qui compte se poursuivre jusqu'en 2017 avec un important projet nommé PIC 3, Programme indicatif de coopération. Un projet pilote d'aide budgétisé qui fait déjà ses preuves et servira de modèle au sommet de l'efficacité en Nairobi. Être également en concordance avec d'un côté le plan Sénégal émergent, mais également avec la nouvelle programmation de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'on a également prolongé d'une année ce PIC 3. Où c'est vraiment nous au niveau national qui exécutons, qui décidons avec eux qu'est-ce que nous voulons faire. Et dans ce PIC 3, nous avions des zones où nous n'avions pratiquement rien au niveau de Gossas et de Nioro. Les centres de formation ont démarré. Nous sommes également dans la zone nord. Nous sommes aujourd'hui dans cette région au niveau du Sénégal grâce à ce partenariat. Après PIC 3, place au PIC 4, une nouvelle version de ce projet qui apportera des améliorations sur le modèle, notamment dans les zones de Gossas et de Nioro. Parce qu'avec ce PIC 3, nous avons voulu innover. Jusque-là, l'exécution n'était pas du tout nationale, mais c'est aujourd'hui nos services, c'est le ministère des Finances, c'est au niveau de nos ministères que le budget lui-même il est exécuté. Vous voyez que ça, traditionnellement, ça n'a jamais été fait. C'est un projet novateur et je vous dis aussi souple
et qui continue toujours à innover. Donc on est perpétuellement dans une dynamique de recherche de solutions pour être beaucoup plus performant. Voilà la particularité de ce projet avec pour le moment 50 milliards. Avec la Belgique qui rejoint la liste, le Sénégal, selon les acteurs du secteur, est en train de s'impliquer plus que jamais pour voir ces avancées se concrétiser en points positifs pour le développement du pays sur tous les plans. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, préoccupé par la mise en marché des produits agricoles au Sénégal, le cadre d'échange qui s'est ouvert ce matin sur la planification et la modernisation du marché est destiné à discuter de cette problématique. Le Québec est l'invité d'honneur. Les deux parties ont décidé également de partager leurs expériences afin de permettre aux agriculteurs sénégalais de s'adapter aux exigences du marché. Fatou Bintou Diagne. Le marché, lieu d'échange pour écouler les produits, il a ses spécificités et ses exigences. C'est pour cette raison que le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux invite les acteurs à mettre l'accent sur une démarche collective pour pouvoir faire face. De plus en plus, dans le marché économique, aujourd'hui c'est le marché qui commande. Donc c'est l'aval qui pilote l'amont. C'est parce qu'il y a un marché organisé, accessible, avec de bonnes conditions, que la production peut être boostée, peut être développée. C'est un thème extrêmement important pour nous. Des efforts sont faits tous les ans par le CNCR, par les producteurs, mais aussi par le Sénégal, pour mettre en place, en tout cas, des opérateurs de marché qui soient en phase avec les producteurs, pour booster donc la distribution commerciale donc des produits agricoles. Cette réunion leur permettra de partager leurs expériences en matière de mise en marché des produits agricoles. Va nous permettre certainement donc de partager les expériences donc des uns et des autres, mais aussi d'approfondir la réflexion pour la mise en marché donc des produits agricoles au Sénégal. Il y a le défi de la production certainement, mais aussi il y a le défi aussi donc de la commercialisation. Et là, cet atelier, donc l'objectif de cet atelier, c'est ça. C'est la mise en marché donc des produits agricoles. Et ça, à mon avis, c'est très important donc pour nous producteurs. L'exemple du Québec mis en avant de permettre aux agriculteurs sénégalais d'adapter le marché à leur réalité. Les producteurs agricoles québécois voulaient partager le modèle qu'ils ont développé depuis les années 1920. Leur partager ce que les producteurs agricoles québécois ont développé et ensuite que ce soit les producteurs sénégalais, les producteurs des autres pays avec lesquels nous travaillons, qui adaptent ce modèle-là à leur réalité. Durant 3 jours, le CNCR et leurs partenaires vont se pencher sur la planification de l'organisation du marché. Une feuille de route sera élaborée pour mieux répondre à ces exigences. Et nous reparlons de la pénurie du riz parfumé sur le marché. Le gouvernement a pris des mesures pour permettre aux riziculteurs d'écouler leur stock. Le but visé est d'atteindre l'autosuffisance en riz en 2017. Toutefois, le conseil technique du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural reconnaît que pour le moment, la production locale ne satisfait pas la population. Mamadou Mboub s'exprime au micro de notre reporter. Le Sénégal doit viser à consommer ce qu'il produit. Parce que c'est ça, en fait, un pays doit tendre à consommer sa production nationale. Aujourd'hui, pour l'exemple du riz, donc le riz aujourd'hui est notre aliment de base au niveau du Sénégal. Jusqu'à maintenant, le Sénégal importe des quantités astronomiques de riz tous les ans qui grèvent de manière catastrophique notre budget. Donc l'État a une politique, c'est pour établir au Sénégal une autosuffisance alimentaire à l'horizon 2017. Donc c'est l'objectif que nous visons. Actuellement, le riz est produit au niveau de la vallée. Les conditions de production ont été améliorées. Les équipements agricoles de la vallée aussi ont été améliorés. Les conditions d'usinage de rizeries ont été améliorées. Les marchés aujourd'hui sont en formation et en développement. Nous sommes en discussion avec l'INACOA donc pour essayer de faire en sorte que sur tous les segments de la chaîne de valeur, qu'on puisse avoir en tout cas des conditions optimales de production et de commercialisation. Nous avons donc produit cette année du riz. Le riz est en train de se vendre et l'État a pris des mesures. Le Sénégal aujourd'hui a décidé en tout cas pour le moment de suspendre l'importation du riz pour permettre justement aux agriculteurs de la vallée d'écouler leur production sur le marché national. Ça c'est pour le moment sans doute il ne suffit pas parce que dans un an que nous tendons à l'autosuffisance, mais on a enregistré une progression extraordinaire donc de la production de riz au niveau de la vallée. Et c'est sûr que d'ici 2017, le Sénégal produira assez de riz pour l'ensemble de ses consommateurs.
Et nous changeons de registre. Le modèle chinois, cité en exemple pour le développement du pays, le CODESRIA et l'Académie chinoise des sciences sociales se sont penchés sur cette thématique. Toutefois, certains panélistes soutiennent qu'on ne peut pas tout copier des étrangers. Selon eux, les pays africains devraient apprendre à davantage se faire confiance. Cette tribune a aussi permis aux différents participants d'échanger sur les principes de coopération entre le continent africain et la Chine. Voyons cela avec Djibissar. La Chine est en passe de devenir une des premières puissances économiques du monde. Elle est un partenaire de taille pour l'Afrique. Selon les participants à cette table ronde, le continent africain doit s'inspirer de l'expérience chinoise de développement pour sortir de sa pauvreté. Il y a beaucoup à faire. Premièrement, c'est l'élimination des barrières institutionnelles, créer plus de travail, développer les zones spéciales économiques. La promotion de la production peut être faite à travers la réduction des taxes. Venu participer à la rencontre, le directeur du Forum africain des alternatives estime que sur les 48 pays les plus pauvres au monde, 34 sont des pays africains. Ceci est dû au modèle imposé par les étrangers. Les modèles qu'on nous a imposés depuis les indépendances ne nous ont pas réussi. Et d'ailleurs, c'est la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui le dit dans un rapport de 2011 en disant que 9 modèles ont été imposés à l'Afrique, dont celui de l'ajustement structurel. Et ces modèles ont tous échoué. Cependant, l'Afrique doit tracer sa propre voie de transformation structurelle, de développement durable et équitable. Il faut que l'Afrique sache concevoir son propre projet de société qui correspond à nos réalités et surtout à ce que nous voulons faire de notre propre avenir. L'Académie chinoise des sciences sociales et le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique en ont profité pour débattre sur la coopération entre la Chine et l'Afrique dans le cadre global de développement durable 2030, mais aussi et surtout revoir les stratégies à entreprendre pour réduire, voire éradiquer la pauvreté en Afrique. Autre point évoqué en titre, le différend entre Recep Tayyip Erdogan et l'opposant Fethullah Gülen. Le conseiller en communication, en éducation Ibrahim Mandour minimise la volonté du président turc de fermer le groupe Yavuz Selim au Sénégal. Selon lui, l'établissement est plus que jamais engagé à accompagner le pays dans sa politique d'éducation. Nous l'écoutons au micro de Ababakar Sadirto. Inscrivons dans cette politique du gouvernement du Sénégal, en essayant de mettre en œuvre toutes les instructions au plan réglementaire du ministère de l'Éducation, en respectant le programme du Sénégal et véritablement en travaillant tous les jours à améliorer, en tout cas, ce que nous sommes en train de faire. Nous faisons confiance au président Macky Sall, nous faisons confiance au gouvernement du Sénégal et véritablement, nous, ce qui nous intéresse, c'est véritablement de nous concentrer sur l'attente des parents d'élèves par rapport à la réussite de leurs enfants. Intéressons-nous à présent à la visite du ministre du Tourisme et des Transports aériens ce lundi au Lac Rose, une tournée qui s'inscrit dans le cadre d'une démarche globale visant à s'enquérir de la situation du secteur dans les différentes zones touristiques et échanger avec les acteurs sur le terrain. Ce lieu attrayant fait face à de nombreuses contraintes, parmi lesquelles l'insécurité, le manque d'éclairage ainsi que les menaces de l'exploitation incontrôlée du sel et des carrières de sable. Elhaj Moussabe était de la partie. C'est au Lac Rose que le ministre du Tourisme a entamé sa visite pour diagnostiquer les maux qui affectent le secteur touristique de la zone. Un tour au niveau des points stratégiques du site, comme les villages artisanaux, les dunes de sable et la plage, a permis de relever des goulots d'étranglement, parmi lesquels le manque d'éclairage public et l'insécurité galopante. Il faut une police touristique sur place qui puisse coordonner toutes les actions et garantir effectivement la sécurité au niveau de la Grosse. Il n'y a pas d'éclairage public. Le soir, c'est très sombre. Les portes sont là, mais il n'y a pas d'éclairage public. Une commune qui rencontre des difficultés pour ces zones d'éclairage public dans les zones où les populations habitent, il est difficile de pouvoir glisser dans les zones touristiques dès le départ. Nous sommes en négociation avec l'État et le président de la République nous a accordé lors du dernier conseil interministériel 65 km d'électrification pour notre commune. Devant les acteurs du tourisme et les populations locales,
Le ministre a pris bonne note des doléances et rassure. Je puis vous assurer que nous serons à vos côtés pour agir avec vous afin que le lac Rose retrouve son lustre d'antan. À travers particulièrement les projets de développement du microtourisme et de développement de circuits à Dakar, vos projets vont respectivement l'encadrement et l'appui de petits entrepreneurs œuvrant dans le tourisme et des activités connexes. 65 km d'électrification sont prévus dans ce site touristique où des centaines de personnes s'activent. Les acteurs s'attendent à plus de visibilité de la destination et veulent une implication dans les rallyes qui se font au lac Rose. Après le lac Rose, cap sur Somone, c'est dans le département d'Mbour. Le ministre du Tourisme a visité des réceptifs et le village artisanal. La réserve naturelle d'intérêt communautaire constitue un véritable parc d'attractions. Face au ministre, les acteurs ont égrené un chapelet de doléances et veulent un accompagnement pour la revalorisation du site touristique, suivant respectivement Bokar Sadji, le maire de la commune de Somone, et le ministre du Tourisme, Maïmouna Ndoïsek, au micro de notre reporter. Elle fait partie quand même des localités touristiques les plus importantes pour diverses raisons. Sa position géographique qui lui confère une position dans le tourisme balnéaire, mais aussi il ne faut pas oublier que la RNIX, la réserve naturelle d'intérêt communautaire, qui est une niche ornithologique, est dans la commune de Somone, bien entendu avec les localités de l'autre côté de la commune de Sindia. Donc ce qui fait que Somone, de façon incontournable, est sur l'échiquier national au niveau de l'importance du tourisme. Le secteur est en train de sortir d'une dizaine d'années de difficultés. Et vous convenez que 10 ans de difficultés, les problèmes ne peuvent pas manquer puisqu'on ne peut pas les régler du jour au lendemain. Et il y a des problèmes de fond qui ont été formulés, mais que nous connaissons, puisque ce sont même les tours opérateurs qui font venir les touristes qui nous ont déjà sensibilisés sur ces questions, comme l'insalubrité, comme l'encombrement, comme la qualité des réceptifs et la qualité du produit. Nous sommes venus discuter, puisque nous avons des programmes, comment mettre en œuvre de façon efficace les programmes qui sont prévus pour relever tous les défis et régler les problèmes qui ont été soulevés. Nous en venons à notre reportage du jour. Il fait le buzz sur Internet, ce grâce à ses publications, des vidéos sur YouTube qui tournent en dérision des célébrités. Il a enregistré plus de 90 000 abonnés sur Facebook et plus de 20 000 vues à travers ses vidéos. Il est la star inconnue de la toile pour certains blogueurs et journalistes. Il est aujourd'hui possible d'identifier l'adresse IP qui est attribuée de façon permanente ou provisoire à chaque appareil connecté au réseau informatique utilisant l'Internet Protocol. De qui nous parlons? Élément de réponse avec Adja Antedja. Un chat, pas comme les autres, Mousse Boreo est en train de faire le buzz sur la toile, a fortiori sur YouTube, de par des vidéos qu'il poste, mais aussi le nombre de vues qu'il reçoit. Sur Facebook déjà, l'on décompte plus de 90 000 abonnés. C'est pour une couche de la population, quoi. C'est pas donné à tout le monde peut-être. Oui, surtout pour les enfants. Tu vois des enfants qui parfois imitent ces genres de vidéos en insultant ou quelque chose comme ça. Je trouve ça vraiment déplorable. Ce chat impoli, comme on l'appelle, utilise des termes insensés, alors qu'il n'y a pas que les enfants qui l'écoutent. J'aime pas du tout sa façon de faire. Si ce qu'il dit participer à l'éducation des enfants ou même sensibiliser, là on aurait dû comprendre. Là, d'accord. Si certains pensent que Mousse Boreo utilise des termes qui peuvent choquer, d'autres par contre pensent que les internautes eux-mêmes lui confèrent ce pouvoir. En réalité, ce n'est pas une bonne chose parce que ça détériore l'éducation des enfants. Aujourd'hui sur Internet, ceux qui produisent du contenu sont presque des marchands qui nous vendent du contenu. Mais nous qui sommes les consommateurs de ces contenus, c'est à nous de savoir ce qu'on doit consommer et ce qu'il faut consommer avec ou à côté de nos enfants ou de nos frères et sœurs. Selon ces experts, il y a des technologies qui existent et qui permettent de retracer certains profils. Le téléphone portable a un numéro d'identification, un numéro de série d'identification, tout comme l'ordinateur portable ou fixe aussi a un numéro d'identification. Aujourd'hui, si mon téléphone se connecte sur Internet ou la machine que j'utilise se connecte sur Internet, l'opérateur, c'est-à-dire le provider qui m'a fourni la connexion, peut exactement savoir
qui je suis, où et d'où je me connecte. Il faut se souvenir aussi que YouTube, c'est une entreprise privée. Et elle a récemment revu ses conditions générales d'utilisation pour se donner le droit de censurer des propos et de retirer certaines vidéos qui, à son sens, ne seraient pas conformes à sa vision des choses. YouTube est un site qui consiste à poster des vidéos, des jeux et en même temps les télécharger, mais aussi la liberté d'expression fait que ce site soit le plus utilisé ces temps-ci. Des gens s'y cachent pour faire ce qu'ils veulent. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique. Retrouvez dans un instant BBC Info. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Magal Touba édition 2016 ñepp fabu feux ni ila Touba seen télévision DTV ni kenn du ko fa jitu nam ko defee woon daaw nu ko raw la ko nore ànd ak yéen ren jile li ko tàmbalee benn fan ci weeru safar ba 18 safar di bisub màggal gi waaye ginnaaw màggal gi DTV dana ko samp ay bànqaasam te Toubaam ci ay plateau spécial ay reportage waaye tamit ay documentaire ànd kook ay boromi xam-xam yu xam lool tariixa muridiyya ngir waxtaane Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul akub liggéeyam kon mbokk yi bu ngeen bëggee dund dëgg-dëgg màggal Touba édition 2016 nga nekk ci réew mi mbàcce bitim réew àndal ak télévision DTV dara du leen ci wumpu màggal Touba 2016 fii la ci seen télévision DTV. À l'occasion du Grand Magal de Touba, nous sommes aux préparatifs, c'est-à-dire à quelques jours de la célébration de 18 Safar qui célèbre le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Alors il faut dire en fait que le Magal est un moment d'effervescence, c'est un moment de ferveur, c'est un moment de recueillement, c'est un moment où finalement l'individu se réconcilie avec son créateur. Vous avez raison de poser la question, est-ce une fête? Parce que c'est le départ d'exil que nous fêtons et l'exil constitue